Bonjour, vous êtes tous très nombreux, c'est formidable ça. Ça prouve que le sujet intéresse, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, c'est vrai qu'il y a des mots qui sont des mots un petit peu magiques comme secteur porteur. Alors là, il faudrait presque une boule de cristal. Mais moi, j'ai mieux qu'une boule de cristal. J'ai des experts à la table. Et vous allez voir, ils sont bien mieux. Puis eux, ils ne se trompent pas. Les boules de cristal, on ne sait pas, hein. Alors, pour parler de ce sujet, nous avons un beau nombre, un beau panel avec Henri Travers, qui est directeur du développement du CIC, Pascal Hébert, directrice du développement consommation, du département consommation au Crédoc, Alexis Botaya, qui est fondateur de Soun Soun Soun, Catherine Barba, présidente de CB Group USA, Catherine Barbarou, présidente de l'ADI, Christophe Dolic, CEO de Fivery SAS, Alain Griset, président de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et d'artisanat, et Alain Belay, directeur général de la PCE, qui remplace Dominique Restineau. Voilà, alors je vais tout de suite commencer en appelant Henri Travers, directeur développement du CIC. À vous la parole. Merci. Alors, le CIC a effectivement le privilège de parrainer cette conférence. C'est d'ailleurs aussi un plaisir de retrouver autant d'acteurs éminents de l'entrepreneuriat. Alors, c'est la question, quels sont aujourd'hui, dans ce monde qui bouge, n'est-ce pas, les secteurs les plus porteurs? Bien, vaste et ambitieuse question. Alors, pour apporter sa contribution à la réponse, le CIC a procédé de la manière suivante. Nous avons isolé un échantillon représentatif de 100 000 de nos clients entrepreneurs, entre 0 et 10 salariés, donc plutôt des professionnels et des TPE. Et on a parallèlement interviewé 1000 de nos conseillers professionnels à travers la France. Et c'est un peu la somme de ces deux sortes d'expertise qui nous permet de vous donner les résultats sur ces secteurs considérés comme porteurs. Alors, première observation, il n'y a pas de secteur miracle où tout irait bien, et il n'y a pas non plus de secteur où tout irait mal. Deuxième observation, il y a visiblement des secteurs qui connaissent un taux de développement sensiblement supérieur à la moyenne. Quand on parle de taux de développement, entendons-nous bien, il s'agit de la vitesse de progression du chiffre d'affaires des fameux secteurs. 146 ont été observés, de la progression du chiffre d'affaires sur les 3 dernières années. Ceci pour éviter, bien sûr, des biais d'exception. Troisième observation, avant d'arriver dans le vif du sujet, les secteurs porteurs ne sont pas toujours ceux auxquels on s'attendrait. Alors, quels sont-ils? Il n'y a pas d'ordre, ni de préférence, ni de hiérarchie, hein. Le développement et les services informatiques. C'est-à-dire qu'on observe qu'un grand nombre des entreprises qui ont pour objet le service informatique ont donc un taux de progression de chiffre d'affaires supérieur, sensiblement supérieur à la moyenne. De la même manière, les activités spécialisées dans le domaine du design. Évidemment, ces entreprises-là ne sont pas en nombre considérable, mais on observe qu'elles ont un dynamisme nettement supérieur à la moyenne. Il en est de même pour les activités de contrôle et d'analyse technique. Ça, c'est peut-être un des avantages des réglementations qui ne cessent de se compléter et de s'approfondir et qui demandent bien sûr qu'à chaque fois, des contrôles soient opérés pour vérifier que les réglementations en question sont convenablement appliquées. On a également les activités de service aux particuliers. Alors on ne peut peut-être pas dire qu'il s'agit forcément de ce qu'on appelle aujourd'hui les services à la personne, mais ils font incontestablement partie de ce segment. Enfin, et c'est peut-être... Alors, quand je dis enfin, c'est bien sûr quelques-uns des secteurs, nous ne les énumérons pas tous aujourd'hui, et puis
il faut laisser aussi place à la pertinence des orateurs qui vont se succéder. Donc, aussi, parmi ceux que nous avons relevés, qui est un peu une surprise, non pas par rapport à l'activité déployée, mais par rapport à la réputation de cette activité en termes de croissance, le BTP nous est apparu, à travers notamment les activités de maçonnerie, de seconde œuvre, de plâtrerie, de couverture, comme un des secteurs où la progression des chiffres d'affaires était la plus forte au cours des 3 dernières années. Voilà, en complément, comme nous sommes au pays d'Astérix et que tout se termine par un banquet, il y a aussi l'activité de traiteur qui connaît ces dernières années un rythme assez soutenu de progression. Voilà ce qu'on pouvait dire en quelques mots pour contribuer à répondre à cette question. Quels sont aujourd'hui, dans notre monde qui bouge, les secteurs porteurs? Merci. Merci beaucoup, Pascal. À vous de nous parler un petit peu de tout ce qui est aujourd'hui porteur, les grandes tendances que vous avez remarquées. Alors, pour compléter un petit peu ce panorama sectoriel, je voulais vous apporter quelques éléments sur le marketing, plus de tendances. Donc, ce qu'on observe, nous, c'est plutôt à partir des marchés qui ont redémarré dans le B2C. En fait, la spécialité, c'est quels sont les marchés de consommation qui se développent aujourd'hui. Il faut bien comprendre que ceux qui redémarrent le plus en 2015, 2014 et qui seront porteurs en 2016, ce sont ceux qui ont le plus souffert pendant les 7 années de crise. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'on a eu une très très grosse baisse pendant 6 ans du marché achat automobile, le meuble, moins 3%, l'habillement, et donc ce sont ces marchés-là qui aujourd'hui redémarrent en premier. Sur la première diapositive, ce que je voulais vous montrer, c'était vous donner, donc sur la diapositive suivante, c'était de vous montrer qu'il y a un très gros changement, et je finirai ma présentation par les innovations qui ont été les plus marquantes au cours des 6 derniers mois. On va avoir, alors diapositive suivante, je n'ai pas la main sur les diapos, je sais pas comment ça... C'est simplement qu'on est aujourd'hui dans un contexte où on a des gros changements de mode de vie qui vont marquer les marchés. Donc il y a un premier point qui va aujourd'hui, dont on ne parle pas beaucoup, mais dont on vient de citer sur la dynamique des marchés des services à la personne, c'est qu'il y a un vieillissement de la population qui est énorme. On n'en tient pas beaucoup compte en France, et donc la dynamique n'est pas très forte sur ces segments-là parce qu'on ne s'adapte pas tellement à ces marchés. Donc on va avoir du côté de cette cible-là des choses à développer, et c'est là qu'on a le plus gros potentiel. Je présentais l'année dernière des éléments qui étaient assez nets sur le pouvoir d'achat de ces catégories-là. Donc des générations qui vont avoir des difficultés avec tout l'autre volet qui est le digital, le connecté, et c'est là qu'il y a plutôt beaucoup d'innovation, parce qu'on a des très fortes différences entre les générations. Et donc, tous ceux qui sont nés dans le digital, qu'on va appeler la génération Internet, la génération nomade, qui vont aller vers des secteurs de consommation, comme la consommation collaborative, qui est un secteur qui a fortement démarré pendant la crise, mais qui là commence à stagner un petit peu. Et puis, ces catégories de population qui n'ont pas du tout accès. Donc, on a une fracture dans la population. Et donc, il faut s'intéresser à cette population de façon plus importante. Donc simplement sur les marchés qui vont être portés par les générations les plus âgées, eh bien on note qu'on a plutôt des développements sur les marchés du tourisme. Ça paraît pas évident, mais les catégories qui aujourd'hui partent à la retraite sont celles qui toute leur vie ont été beaucoup plus en vacances que les générations qui suivent les plus jeunes et qui continueront à partir. Et puis, on a toute cette demande sur des marchés comme la santé qui sont très forts. Si on se préoccupe de cette cible plus âgée, il est important de bien noter que... Alors, je ne sais pas comment... La diapositive suivante, s'il vous plaît.
Il est important de noter que toutes ces populations plus âgées vont avoir des problèmes pour accéder aux nouveaux services, à tout ce digital et à tout se connecter, qu'il faut s'adapter à cette population en allant au contraire, et il y a une demande très forte, les marchés qui se développent dans l'alimentation par exemple, sur la proximité. Donc c'est vraiment en opposition par rapport à tout ce qu'on pourrait dire de beaucoup plus moderne. Ils ont besoin de temps, ils ont des difficultés en cognitif, et donc ne vont pas pouvoir accéder à des choses très, très modernes. Et donc, ce sont ceux qui vont faire qu'aujourd'hui, on a une croissance énorme comme sur des marchés comme le bio, comme les marchés locaux, les achats locaux, la vente directe, etc. En termes de croissance, on est en effet dans une période où on va avoir, alors sur la diapositive, s'il vous plaît, un regain qui est très fort en 2015. On va avoir une année 2016 qui va être à peu près du même niveau. Il faut comprendre que la reprise économique se fait par la consommation et notamment par les consommateurs. On ne s'y attendait pas. On vous aurait demandé il y a 1 an, il y a 2 ans, comment allait être tirée l'économie. Eh bien, c'est bien parce que le pouvoir d'achat des consommateurs que vous voyez ici a redémarré en 2014, qu'en 2015, c'est 1,1. En 2016, ça va être 1,2%. C'est une croissance qui n'est pas énorme, mais c'est bien parce qu'on a eu une très forte baisse des prix que les consommateurs reviennent avec une envie de consommer énorme. Si je vais sur la diapositive suivante, on voit qu'il y a tout d'un coup une volonté d'achat qui est très forte, puisqu'ici, à la question « Est-ce que vous êtes prêt à effectuer des achats sur un coup de tête ?» On a de nouveau une envie de consommer. Sur d'autres indicateurs, notamment, on n'avait jamais vu ça depuis 10 ans. On a envie de faire des achats plaisir, ce qui est assez logique puisqu'on est resté dans une période très, très négative pendant une durée qui était assez inédite. Sur la diapositive suivante, on voit que, et c'est important, c'est que la dynamique vers ces achats plaisir va continuer à se faire avant tout par le circuit Internet. Vous voyez qu'ici, ce qui bondit le plus en 2015, c'est est-ce que vous avez l'impression d'avoir fait des économies ? Eh bien, oui, en allant acheter sur Internet. Et donc, c'est là que ça bondit. Et vous voyez que le critère prix, par contre, diminue. Donc, on n'est plus dans une recherche absolument forte de prix, mais on va aller sur Internet parce que c'est là qu'on a le meilleur rapport qualité-prix. Sur la diapositive suivante, évidemment, on a cette mobilité qui va se faire avec des outils de plus en plus nomades. Et donc, on va acheter. Vous voyez que la proportion de consommateurs qui possèdent un smartphone est à 41%. C'est pas plus, c'est pas non plus toute la majorité des Français. Donc, il faut aussi considérer ceux qui ne sont pas du tout connectés. Sur la diapositive suivante, ce qu'on observe, c'est qu'on est de plus en plus à détenir donc ces accès, mais on a quand même 25% des Français qui ne sont pas connectés, mais le reste est en très forte progression. Sur la diapositive suivante, ce qui est important, c'est de bien voir qu'on a cet outil qui est utilisé systématiquement parmi ceux qui sont internautes, parmi les 75% qui détiennent Internet, vont aller d'abord sur Internet avant d'aller en magasin. Donc, ça devient impératif. Sur la diapositive suivante, on a une forme de consommation qui aujourd'hui est arrivée un petit peu à son maximum, qui est la consommation collaborative, notamment ce qui concerne les achats d'occasion et la location. On est sur une consommation qui s'est développée pour des raisons financières. La première motivation, et on retrouve bien des profils de gens qui y vont, ce sont ceux qui ont un peu de difficultés financières, mais aussi évidemment essentiellement les plus jeunes. Le deuxième facteur, évidemment, la recherche de liens et de liens sociaux et de plaisir, mais on a des freins énormes, et ces freins aujourd'hui, on voit qu'ils arrivent puisqu'on voit une stagnation d'une grosse partie de la proportion de gens qui vont sur la consommation collaborative. C'est l'innovation, le plaisir de faire des vrais achats, de faire du shopping, qui fait que, on le constate, on a une proportion plus faible de gens qui, par exemple, vont s'acheter des vélos d'occasion. Donc le deuxième frein, et c'est celui sur lequel travaillent tous les acteurs, c'est la confiance, finalement. Pourquoi on ne va pas sur cette consommation collaborative ? Parce qu'on ne veut pas prêter sa voiture, on n'a pas confiance dans les autres. Donc le secteur qui est le plus dynamique, c'est la diapositive suivante.
est essentiellement la partie covoiturage. Vous voyez qu'en termes de proportion de Français qui a déjà utilisé le covoiturage en tant que passager, c'est 1 Français sur 5. Et que par contre, tout ce qui est échange de logement, on n'est qu'à 5% de Français qui prêtent ou qui louent et simplement 10% en tant que locataire. Donc autant le covoiturage va continuer à croître, 1 sur 5, c'est déjà pas mal. Vous voyez que sur le reste, ça reste quand même assez mineur. Sur la diapositive suivante, alors vous allez cliquer plusieurs fois. La diapositive suivante, il faut continuer à cliquer, merci. Encore. Donc ce que je voulais, et je vais finir par ça, c'est que vous montrez que dans les innovations de produits et les innovations commerciales qu'on a pu regarder sur ces marchés B2C, c'est qu'on a un croisement entre une évolution très forte, c'est l'axe vertical, vers des choses qui sont très développées, qui sont le digital, la personnalisation, mais aussi ce local. C'est très important parce qu'il y a aussi de la place pour la proximité, que ce soit des produits de proximité, mais surtout de la distribution de proximité, par rapport à des attentes. Et certaines attentes aujourd'hui diminuent, notamment l'achat bas prix, l'achat malin. On a très peu d'innovation dans ce secteur-là et des axes d'attente qui sont assez faibles, sur lesquels on a peu d'innovation, notamment tout ce qui va être autour de la générosité. Sur la dernière diapositive, et je finirai par ça, on va avoir les différents types d'innovation. Donc, ce qui a été noté sur plusieurs secteurs, donc notamment l'alimentation, le meuble, l'automobile, la partie service, c'est qu'en premier lieu, ce qui se développe le plus, ce sont les objets connectés. Des exemples les plus récents concernent l'alimentaire. On va avoir du chronodrive qui va scanner dans votre cuisine les produits dont vous avez besoin et vous pourrez aller les chercher. Amazon Fresh, dont on parle beaucoup, qui existe aux États-Unis et qui n'est pas encore arrivé en France. Des enseignes comme Gémeaux qui vont mettre des puces pour localiser, par exemple, votre enfant, si vous voulez savoir où il est, où il porte un vêtement avec des puces. Et donc, c'est là qu'il y a le plus d'innovation. Sur la diapositive suivante, on va avoir un sujet qui est très proche, qui est celui de l'accélération de la logistique, toujours au service du client, puisque là, dans les dernières choses qu'on a pu noter, c'est Boulanger qui va livrer le jour même, et puis de la même façon, Darty qui propose de l'accès à la maintenance beaucoup plus rapide, et puis, bon, évidemment, du commerce de proximité qui est développé depuis 2009. Sur la diapositive suivante, là, on a des segments d'intérêt pour les consommateurs qui vont être toujours du côté du développement durable. Ça fait 10 ans qu'on en parle, mais c'est toujours vrai. On a beaucoup d'innovations, que ce soit sur de la ruche qui dit oui, des marchés de proximité. Il y a eu le cas du lait du matin, par exemple. Et puis, des innovations qui vont aller dans le sens de ce qui va être à la mode, c'est le gaspillage alimentaire. Donc, plusieurs enseignes. Et donc, la première qui a commencé, c'est celle qui a eu le plus gros écho, c'est sur les fruits et légumes moches. Plusieurs autres enseignes ont suivi. On a par exemple, et là c'est plus anecdotique, la recharge à Bordeaux qui permet finalement de chercher des produits, mais pas que de l'alimentaire, sans sac, pour éviter de faire du suremballage. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui reste très présent. Sur la diapositive suivante, on va avoir toujours une forte emprise de tout ce qui va être communautaire, donc des communautés pour communiquer. Alors c'est plus là en termes d'accès à la clientèle. On va faire par exemple sur un secteur qui se porte très mal, qui est la consommation de viande. Vous avez vu la crise de l'élevage. Eh bien, on va créer des communautés, comme on a créé des sites tels que Mythique, pour que les gens se retrouvent sur une passion qui pourrait être celle de la viande. Et puis ensuite, tout un tas dans l'expérimentiel de tentatives d'attirer des clientèles en faisant vivre un événement particulier, Velux, qui propose de partir en vacances ensemble, ou les comptoirs des cotonniers qui font des magasins qui sont éphémères. Ça, c'est pas nouveau, mais de plus en plus de boutiques le font. Sur la diapositive suivante, c'est la partie personnalisation qui est en train de gagner des secteurs qui avant n'étaient pas très présents, donc notamment toute la grande consommation. Monoprix fait des packaging avec des messages adressés à chacun, et vous avez tous vu les prénoms sur des produits, mais aussi Amazon. Donc Amazon, c'est un acteur qui aujourd'hui va concurrencer beaucoup de choses, qui crée de la même façon des groupes communautaires
sur, là, par exemple, les familles avec des petits-enfants et qui les met en contact en leur vendant des produits spécifiques. Simplement, sur la dernière diapositive, pour conclure, c'est de bien voir que la crise qui a été très, très importante a créé, en fait, des tendances structurelles qui resteront fortes. Et on voit bien que dans les innovations les plus marquantes, au-delà de tout ce qui va être connecté, numérique et digital, on a un fond qui reste très fort sur la partie recherche de sens et développement durable, des choses qui ne disparaîtront pas. La proximité, l'achat régional sont des choses qui perdurent en 2015, même si ce n'est pas forcément quelque chose qui n'est pas marqué par finalement un repli sur soi. On pouvait espérer que ça allait disparaître, ça reste beaucoup plus fort qu'on l'imaginait. Et finalement, il ne faut pas oublier tous ces marchés de niche, que ce soit les seniors ou les CSP+, qui vont aller vers ces enjeux d'écologie à côté de tout le reste sur lequel on a déjà dit beaucoup de choses, la féminisation, le digital, les objets connectés. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci Pascal de cette présentation passionnante qui pose plein de questions sur ce qui nous attend aujourd'hui et demain. Et justement, Alexis Botaya, qui est donc le fondateur de Soon Soon Soon, peut-être nous dire en 2 secondes ce qu'est Soon Soon Soon. Mais Alexis, qu'est-ce que ça vous appelle cette Ah ben, je voyais de l'autre côté, pardon, je suis désolée, j'étais persuadée que c'était assis là-bas. Bon, c'est pas grave, on se connaît en plus, donc c'est pas parce que... oui, qu'est-ce que ça vous inspire d'abord, ce qu'on a dit tout à l'heure, et puis vous regardez un peu ces grandes tendances de la génération Y, donc on va où? Alors, où on va? Moi, je ne sais pas où on va. On voit sur Soon Soon Soon, notre boulot, c'est de détecter effectivement les tendances émergentes. Et c'est intéressant quand on parle de secteur, parce que là, on a évoqué effectivement pas mal de tendances autour des secteurs porteurs, autour des nouveaux métiers, autour de ce qu'attendent les consommateurs. Et vous savez tous, le truc de la porte ouverte que constituent les objets connectés, c'est quelque chose qui est omniprésent aujourd'hui. Nous, ce qu'on constate beaucoup sur la tendance du smart, vous savez, la smart city, smart digital, etc., elle pose une vraie question avec potentiellement énormément d'entreprises qui peuvent naître derrière, c'est toute cette data, on en fait quoi? Et ce qu'on voit émerger comme type d'objets connectés en ce moment, c'est des objets connectés de type 2, qui sont extrêmement intéressants parce que c'est des objets connectés intégrateurs en fait. L'ensemble des datas que vous générez aujourd'hui par l'utilisation des réseaux sociaux, l'usage des réseaux sociaux que vous avez, ou les bracelets connectés qui enregistrent les calories que vous brûlez, ou la balance connectée, ou le brassard connecté, ou le cerceau connecté, ou tout le miroir connecté que vous avez, tous les trucs connectés qui vous environnent aujourd'hui, ils ont des applications qui y sont liées. En gros, très vite, on peut se noyer sous un flux de data dont on ne sait absolument pas quoi faire. Aujourd'hui, il y a des objets connectés qui vous permettent d'intégrer toute cette data qui sont en train de naître. Vous avez certainement vu un objet connecté qui s'appelle Mother, qui est disponible à la FNAC, qui a été lancé par une entreprise qui s'appelle Sensei, dont le fondateur se trouve également être le fondateur du Nabasta. Vous vous rappelez le petit lapin qui bougeait les oreilles à chaque fois que vous receviez un email? Pas trop à quoi ça servait, mais c'était le début des objets connectés. Ils ont lancé Mother, qui est un objet connecté intégrateur, c'est-à-dire qui rend la data utilisable via une interface assez simple. Vous avez accès à l'ensemble de vos données de façon directement compréhensible. Et ça, c'est la V2 des objets connectés qu'on est en train de voir émerger. Les Américains viennent d'investir des millions de dollars sur un autre programme qui est un peu plus flippant pour le coup, qui est un objet connecté qu'on appelle de type V3, parce qu'il ne vous demande même plus votre avis pour communiquer les données à une sorte de centrale intégratrice. Ils ont notamment investi les sommes que j'évoquais sur un programme qui s'appelle Véhicule to Véhicule. Aujourd'hui, votre voiture, c'est un objet connecté. Vous savez que vous pouvez récupérer d'ailleurs les données sur votre conduite, la consommation de carburant, etc. Mais demain, on peut très bien imaginer d'en faire des stations météo ambulantes, capables de détecter la quantité d'eau qui tombe sur le pare-brise. Et donc, vous avez tout un tas de données que génère votre automobile qui pourraient demain être envoyées directement sans vous demander votre avis sur ces données à des centrales qui les intègrent, qui les renvoient aux autres véhicules, donc véhicule to véhicule. Voilà le genre d'objet qui est en train de naître dans la question du big data. Et ça, je pense qu'il y a vraiment quelque chose autour de ça. Ça, c'est un premier sujet autour des secteurs. Coupe-moi Isabelle si je suis trop long. Le deuxième sujet est lié au digital, à mon avis, c'est celui on va dire, l'artisan augmenté.
Il y a beaucoup d'outils aujourd'hui qui sont nés sur le web, type crowdfunding, etc., que vous connaissez, les Kickstarter, les KissKissBankBank, les Ulule et autres, qui vous permettent de vous lancer dans une activité avant même d'avoir conçu un produit. Vous partez grosso modo, comme le font beaucoup de startups aujourd'hui, avec un produit minimum viable que vous testez comme un proto sur ces sites de levée de fonds, d'une certaine manière, et vous savez s'il y a une demande en face, et donc vous vous lancez ensuite dans la production. Ça, c'est intéressant quand on le met en face d'outils qui sont utilisés par ceux qu'on appelle les makers, dont vous avez certainement évidemment entendu parler. Quand on met le crowd, sourcing, funding, making, avec en face les outils des makers qui travaillent dans des Fab Labs, on a accès à un outil de production et un outil de financement extrêmement limité. Pardon, est-ce que vous pourriez préciser, Pardon. ce sont les makers et les Fab Labs Alors, Et le crowd. Pardon. Alors, les makers, les faiseurs, voilà, ça veut pas dire en français, ça marche pas bizarrement, mais Qui sont les makers? oui, ils aiment bien faire chic, c'est vrai, en disant anglais. Les makers sont des gens comme vous et moi qui décident de se lancer dans une forme d'artisanat, on va dire, de travailler avec leurs mains et d'utiliser à la fois les outils que propose aujourd'hui le digital, donc des outils comme le financement participatif, pour crowdfunding, vous avez raison. Des outils comme celui-là pour financer une activité, ensuite l'incarner et travailler sur des meubles connectés, sur des objets, dans des Fab Labs qui sont en fait des ateliers participatifs où n'importe qui peut avoir accès à des outils de fabrication de meubles. Ça peut aller à des outils extrêmement technologiques comme des appareils de soudure ou pour appareils électroniques très fins si vous voulez concevoir des drones, à des choses plus artisanales si vous voulez concevoir des meubles. Et donc, ce qui est intéressant dans l'esprit maker, c'est de voir que le coût d'accès à la technologie de production a considérablement diminué au cours des dernières années, ce qui fait que ces appareils qui vous servent aujourd'hui à produire des objets, si vous êtes artisan, sont accessibles à bas coût dans ces lieux que sont les Fab Labs, donc qu'utilisent les faiseurs, les makers. Et quand on couple ça à l'outil digital de financement, on a grosso modo une capacité énorme à créer de façon totalement indépendante, en court-circuitant un peu les classiques circuits. Alors, je ne veux pas trop parler de financement participatif parce que le CIC s'exprimait tout à l'heure, et il y a beaucoup de banques qui prennent des positions sur ces enjeux de financement participatif. Du coup, conséquence de ça, énormément de créativité, et on voit de plus en plus, par exemple, d'étudiants qui sortent d'écoles de commerce qui décident non pas d'intégrer un grand groupe, mais de créer leur boîte. Pourquoi ? Parce que les outils aujourd'hui sont beaucoup plus faciles d'accès. Donc il y a un gisement et une créativité, vous l'avez vu, tous ces mouvements de la French Tech, il y a un dynamisme qui est en train de s'installer aujourd'hui. Sur la techno en France, beaucoup, c'est vrai, c'est porté aussi par le gouvernement, mais pas que. Et un renouvellement finalement de l'artisanat grâce aux outils digitaux. Et puis il y a un troisième enjeu, selon moi, qui a été évoqué, qui est une sorte de relocalisation avec la dimension du lien, de comment on crée de nouvelles relations au moment, à l'ère digitale où tout se passe sur le web, comment on crée des nouvelles relations humaines. Moi, je suis assez proche d'une équipe qui a monté une boîte qui s'appelle Au bout du champ. Au bout du champ, c'est assez intéressant, c'est de la distribution automatique de fruits et légumes dans des boutiques. Il y en a quelques-unes à Paris, il y en a une dans le 17e, il y en a une à Levallois, il y en a une qui est en train de s'installer dans le 18e. C'est du commerce de proximité. Alors vous pourriez me dire que c'est totalement déshumanisé parce que quand vous rentrez dans cette boutique, il n'y a personne. Il n'y a que des casiers, vous payez à une caisse, ça s'ouvre automatiquement, vous prenez vos fruits et légumes. En fait, c'est un circuit court, c'est-à-dire qu'ils travaillent avec des producteurs locaux et ils vont chercher des agriculteurs locaux et ils leur permettent de vendre leurs produits directement. Donc il y a un outil digital derrière pour la logistique et pour la vente, puisqu'on peut faire ce qu'on appelle du click and collect. Vous achetez vos produits sur Internet, vous allez ensuite les retirer dans ces casiers automatiques. Et il y a certes une automatisation par rapport à un épicier classique, mais il y a surtout un moyen là encore, on est un peu sur cet esprit du digital qui court-circuite les grands acteurs classiques, en l'occurrence la grande distribution, pour aller chercher directement avec des producteurs. Je vois que le temps tourne, ça fait déjà presque 10 minutes que je parle. Donc voilà, relocalisation, je pense, beaucoup sur le smart, le digital, avec ces nouvelles versions des objets connectés, et puis cette question des makers et de l'artisanat 2.0. Voilà, et si vous voulez en savoir plus sur les makers et les Fab Labs, il y a un événement qui a lieu une fois par an maintenant à Paris et qui réunit tous ces Fab Labs, et c'est vraiment une tendance de fond aujourd'hui dans la société. Ça veut dire qu'on est tous capables de faire des choses, qu'on est tous des makers, et il faut se servir du digital et pas seulement, et des liens pour pouvoir fabriquer ensemble ce qu'on a envie de fabriquer. C'est vraiment une tendance
extrêmement importante aujourd'hui. Alors, je vais me tourner vers Alain Bellet, cette fois-là dans la bonne direction, qui est donc directeur général de la PCE, pour lui demander, donc aujourd'hui, ces secteurs porteurs, comment les caractérisez-vous? Est-ce qu'ils le sont tous? On a vu tout à l'heure qu'ils ne l'étaient pas tous, bien sûr, mais voilà. Qu'est-ce qu'aujourd'hui ces secteurs vous inspirent et puis quels sont les écueils pour aller... Alors, il y a évidemment beaucoup de choses qui ont été dites par le CIC, par le CREDOC. Donc, du coup, j'avais prévu un certain nombre de choses, mais qui ont déjà été dites. Donc, je ne vais pas éviter de répéter les choses. Si je voulais commencer par une boutade, je dirais qu'aujourd'hui, probablement, le premier secteur porteur, je dis ça notamment à nos amis du CIC, c'est probablement le secteur de la dette. Parce qu'on parle bien des biens et des services. Comment Altice finance 52 milliards d'euros d'acquisition avec 45 milliards de dettes. Et je pense qu'on ne m'attend pas nécessairement sur ce sujet. Après, les secteurs porteurs. Alors, les secteurs porteurs, là, ça vient d'être assez largement développé. On voit bien qu'il y a toute une nébuleuse autour de nouveaux outils, de nouveaux métiers. On parle de l'ubérisation. Pardon, Président Griset. On va en parler tout à l'heure. Pas de problème. On parle de crowdfunding, bref, un certain nombre de sujets. La micro-franchise, peut-être que notre ami Delady en dira un mot. Bref, derrière chacun de ces secteurs d'activité, derrière chacun de ces métiers, il y a une société, une entreprise en devenir, soit en cours de constitution, soit qu'elle n'est pas encore inventée et qu'elle va exister. Moi, je vois deux tendances aujourd'hui assez lourdes. La première, c'est celle qui portent des secteurs qui vont déplacer les choses de l'usage plutôt que vers la propriété. Ça a été développé. Deuxième sujet, c'est le développement durable. Et là, je pense plus particulièrement aux plus jeunes. On voit bien qu'il y a dans les jeunes générations une appétence très forte à la création d'entreprises, mais à une création d'entreprises qui serait en bonne adéquation avec une éthique, où le produit final ne sera pas nécessairement un produit financier, mais sera plutôt un produit qui servira la collectivité. L'économie sociale et solidaire, c'est d'ores et déjà en France un secteur très, très développé. Pour mémoire, c'est un peu plus de 10% de la population active. C'est 3 milliards d'euros de l'épargne collectée. Donc, c'est déjà un secteur très lourd. Mais c'est un secteur qui a vocation à se développer un peu plus encore. Sur le secteur porteur, et j'allais dire vous concernant, parce que les sujets qu'on a évoqués là, pour certains d'entre eux, sont des sujets qui ne sont pas immédiatement abordables, qui sont des sujets qui nécessitent soit des créations de capitaux, soit des levées de capitaux, soit des compétences particulières. Bref, ce n'est pas nécessairement très facilement accessible. Et je crois profondément à une chose, c'est que le secteur porteur, c'est celui qui vous porte. Et pour trouver son secteur porteur, c'est quelque chose qui doit vous mettre en prise avec l'écoute du marché. Et c'est vrai qu'il faut avoir l'oreille fine, parce que le marché, il évolue beaucoup, il évolue rapidement. Mais quand on est à l'écoute du marché, on est connecté avec ce qui, au final, légitime la création d'entreprises, c'est-à-dire le client, parce que ce que vous devez tous avoir les uns et les autres, évidemment, en ligne de mire, ce n'est pas la création de l'entreprise, c'est au bout le marché, parce qu'avec le marché, au bout du marché, il y a le client. Et donc, j'allais dire, l'obsession prioritaire du marché,
c'est ce qui doit vous permettre et vous guider dans vos orientations. Ensuite, il y a un principe de précaution. Il faut faire attention à ce que le secteur porteur ne soit pas seulement un secteur à la mode. On voit un certain nombre d'entreprises qui se développent, qui connaissent une belle envolée pendant quelques temps et puis qui finalement, au bout de quelques mois ou quelques toutes petites années, s'effondrent. Il faut que vous soyez attentif à ne pas vous lancer dans une entreprise qui soit une entreprise liée à un phénomène de mode. Je dirais que un secteur porteur, c'est un secteur qui est porté par la bonne personne, au bon moment, et sur un marché qui lui correspond. Sur un marché qui lui correspond, parce que si d'aventure, vous voyez le développement important des croissanteries ou des produits de bouche, et puis que vous n'aimez pas vous lever tôt le matin, c'est pas la peine, vaut mieux oublier. Si vous êtes intéressé par la franchise, vous pouvez regarder attentivement tout ce qui se passe sur la franchise. Il y a des choses extraordinairement intéressantes. Sauf que si vous n'aimez pas le reporting, si vous n'aimez pas être contrôlé, c'est quelque chose qu'il vaut mieux oublier. Donc il faut vous ausculter vous-même, il faut que vous sachiez ce dont vous avez envie. Et puis, une fois que vous avez défini le périmètre de vos envies, vous regardez ce qui existe et ce qui vous correspond le mieux. Et au-delà de toutes les transformations importantes, bouleversantes qui sont évoquées, notamment autour des nouvelles technologies, il y a des secteurs porteurs qui sont des secteurs beaucoup plus traditionnels, mais qui ont vocation à continuer à se développer et qui sont faits pour vous. Voilà. Donc il faut que vous trouviez la bonne adéquation entre ce que vous êtes et ce que vous souhaitez, ce que vous attendez de la vie et ce que vous attendez du développement de votre entreprise. Voilà. Je suis revenu sur des choses peut-être plus simples, mais qui me semblent aussi importantes à souligner. Merci, c'était en effet très clair. On va revenir évidemment tout à l'heure lors du débat entre nous et avec la salle. Là maintenant, je voudrais qu'on fasse un bond. On va prendre l'avion, on va partir aux États-Unis. Voilà, Catherine revient des États-Unis, à peine jet-laguée, non même pas. Vous venez de vous installer donc aux États-Unis. Dites-nous un petit peu ce que vous y faites et puis pourquoi vous êtes allé là-bas. Est-ce que ça veut dire que en France, c'est pas génial pour créer une start-up, quoique aujourd'hui le président de Cisco a bien redit que la France c'était le pays où tout se passait. Voilà, il a investi 200 millions. Il a dit que c'était la France, le pays des start-up et que c'était un pays génial. Donc ça remonte le moral. Carrément. Alors Oh, pourquoi super. les États-Unis et qu'est-ce que vous y avez remarqué là-bas? Bonjour à tous, ça va bien? Oh. Moi j'ai bien aimé, je ne sais pas vous, mais j'ai bien aimé ce qu'a dit Alain. Ce que j'ai compris, en fait, quand il a parlé, il a dit secteur porteur, en fait, c'est vous. Là, je vois plein de secteurs porteurs devant moi dans la salle. Voilà, c'est ce qui va porter, c'est ce que vous ferez demain. Voilà, je me dis, en tant qu'entrepreneur, moi, ce qui me fait lever le matin, c'est le bonheur de faire. Et c'est le bonheur de faire des choses nouvelles, c'est le bonheur d'oser, d'avancer. Et c'est ça qui fera qu'on va faire des choses porteuses. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez envie de le faire aussi, vous l'avez déjà fait. Alors pourquoi je suis partie aux États-Unis, moi, pour entreprendre? Moi, c'est ma 3e entreprise. Je suis partie parce que j'avais envie d'être cohérente avec mes valeurs. Quand on entreprend, je ne sais pas si vous l'avez déjà ressenti, mais il y a une espèce d'adéquation forte. C'est quand on est dans le juste, on le sent. On se sent plus léger, on sent que c'est le bon choix. Et moi, j'arrête pas d'encourager l'entrepreneuriat de plein de façons, en investissant, en faisant des émissions télé, en allant parler dans les écoles avec 100 000 entrepreneurs. C'est vraiment un truc qui me tient à cœur, parce que cette liberté que je ressens et qui me tient debout, j'ai envie de la partager. Et ce qui était cohérent, j'arrête pas de dire à tout le monde, vas-y, ose, fais, mets-toi en risque, trompe-toi peut-être. Je trouvais que c'était cohérent de commencer par me l'appliquer à moi-même. Donc partir aux États-Unis, oui, c'est un sacré risque. Et puis en même temps, c'est cohérent parce que moi, mon sujet, après avoir fait 20 ans dans le digital, dans l'e-commerce, aujourd'hui, je suis un peu la Judas, moi, de l'e-commerce, puisque j'ai basculé du côté des magasins physiques. Moi, ce qui m'intéresse profondément aujourd'hui, c'est de comprendre comment le commerce, il n'y a pas que moi à cette table,
comment le commerce se réinvente, comment à l'heure d'Internet, un magasin physique qui continue à avoir un vrai sens. On a parlé de la conso collaborative, c'est un sens de lien social, quoi. Et moi, j'observais ça en France, des sociétés qui permettent cette évolution du commerce. Et là, l'évolution logique, c'est d'aller aux États-Unis, à New York en particulier, là où j'ai atterri, parce que c'est quand même un peu le temple du commerce là-bas. Énormément de retail, beaucoup d'expériences clients à découvrir, beaucoup de start-up aussi, pour comparer avec la France. Donc voilà, je suis partie parce que j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de me mettre en risque, et puis j'ai envie de creuser mon expertise sur ce sujet-là. Ce que je voulais vous partager, c'est mon petit rapport d'étonnement. Ça fait qu'1 mois que j'y suis. J'ai un rapport d'étonnement, juste un truc tout à fait étonnant. Un secteur, ce n'est pas vraiment un secteur qui est porteur, encore que, c'est l'éducation. Ma fille, elle est passée dans une école, bon, c'est le lycée français, mais ce n'est pas vraiment le même programme qu'en France. Et j'ai observé un truc étonnant. J'ai observé, c'est sur le savoir académique qu'on lui transmet au quotidien, donc le français, l'histoire géo, les maths. Je trouve que le niveau, il est un peu moins bon qu'en France. Je ne dis pas aux profs, j'espère qu'ils ne m'écouteront pas, mais il est moins bon. C'est facile, elle est en 5e, c'est un peu niveau CM2. En revanche, elle a des cours de PPP. Vous savez ce que c'est, PPP? C'est prise de parole en public. Elle a des cours pour apprendre à travailler en équipe. Elle a des cours de makers, justement. Ils apprennent à démonter des imprimantes et à les remonter. Elle a des cours de code. Bien sûr, elle a des cours d'anglais, quoi. Et je me dis, waouh, à 12 ans, tu vois, finalement, c'est plutôt le savoir pratique qui est valorisé plutôt que le savoir académique. Et je me dis, ça fait, si on avait eu ça les uns les autres, peut-être que ça nous rendrait encore plus aptes à faire, à devenir des gens porteurs, quoi. Donc ça, c'est une grosse différence que j'ai vue avec la France. Peut-être des trucs à inventer dans l'éducation chez nous. Bon, non, j'ai rien dit. Voilà, je passe. Le deuxième truc qui m'a beaucoup marqué, alors là, c'est la claque. Amazon. Amazon aux États-Unis. Ici, c'était un peu une vue de l'esprit pour moi quand je parlais d'Amazon, puissant, qui va, les GAFA, qui vont tout basculer. Waouh! Là-bas, c'est physique. Dans mon immeuble, il y a 31 étages. Dans mon immeuble, le hall est tous les jours rempli de paquets Amazon Prime, tous les jours. Alors qu'il y a par drone? Pas encore, Pas non. encore. Mais En ils le sont dans revanche, certaines villes. ouais, en revanche, Pascal a parlé d'Amazon Dash. Eh ben, je l'ai testé, figurez-vous. Ce truc-là, vous avez vu, c'est comme une espèce de dictaphone. Vous avez vu ce que c'est, non? Vous êtes dans votre cuisine. En fait, tout ce que j'ai compris aux États-Unis, c'est que tout devient magasin. Voilà, même ma cuisine. Et je suis dans ma cuisine et je parle dans le dictaphone et je dis du thé, des gâteaux, du Nutella, hop, et ça inscrit sur ma page Amazon. Et je peux même scanner les produits. Ça me fait ma liste de courses. Je clique et je suis livrée le soir. Et là, je me suis dit, je l'ai écrit, le magasin n'est pas mort, mais il a quand même rudement intérêt à se réveiller vite, quoi, face à ça. Ça, je l'ai testé, ça m'a étonnée. Et surtout sur Amazon, pour revenir sur eux, là où j'ai eu la deuxième lame, Amazon Prime, vous connaissez? Amazon Prime, c'est, moi je croyais que c'était ça, un service de livraison. Pour 99 $ par an, vous avez livraison illimitée, n'est-ce pas, de tout ce que vous voulez acheter, même si c'est un objet à 3 $, vous l'avez en illimité. Et je me disais, c'est formidable, en moins de 2 jours. Mais c'est pas du tout ça, Amazon Prime. Amazon Prime, je reçois un mail après l'abonnement, on me dit, vous avez accès à un catalogue gratuit de 10 millions de titres musique, autant de films et l'hébergement de toutes vos photos gratuites. Et là, je me suis dit, waouh, je comprends pourquoi il y a 40 millions d'Américains qui utilisent Amazon Prime. C'est peut-être pas tant pour la livraison que pour ce service-là. Et ça m'a fait comprendre une chose, c'est que les GAFA, ils sont en train de gagner la bataille par rapport aux magasins physiques parce qu'ils occupent de l'espace de nos temps digitaux. Ils nous ficellent sur le digital, quoi. Aller dans un magasin pour acheter, c'est assez ennuyeux finalement. Et ça m'a fait réfléchir en me disant comment, et là j'en viens à un autre sujet, excusez-moi pour cette digression, mais comment en fait un magasin physique, en voyant ça, peut se réinventer. Et là je crois que ça c'est un secteur extrêmement porteur, parce qu'on a tous besoin de lien social, on a tous besoin de voir des gens dans les yeux, de leur sourire, de pincer le bras d'un vendeur pour avoir du conseil, pour essayer les produits bien sûr. Mais si je vais dans un magasin que pour acheter, ça ne marchera pas. Donc moi, je me dis, et je vous en parle parce que c'est aussi mon sujet de passion, de job, d'investigation, c'est comment aujourd'hui on peut aider les commerçants traditionnels à se réinventer. Et c'est ce que fait mon camarade de gauche aussi. C'est de dire, est-ce qu'on peut aider les commerçants à mieux faire du web to store, à amener les gens d'Internet? C'était quoi le chiffre qui était donné? 75%. C'est 75% qui commencent à regarder en ligne, comment on les amène en magasin? Comment est-ce qu'on les
accueils avec des beacons ou autres. Comment est-ce qu'on personnalise le lien dans le magasin? Comment est-ce qu'on donne des avis clients en magasin? Comment est-ce qu'on dématérialise la facture? Enfin, je crois qu'il y a plein de choses à inventer, pas simplement autour du digital, hein, mais pour refaire du magasin un lien social, un lieu de vie finalement. Et donc, voilà, ce que l'expérience américaine m'apporte, c'est de me dire, il y a énormément de choses, les uns les autres, à inventer sur ce sujet-là. Et en plus, je trouve qu'on n'invente jamais rien de bien que ce qu'on vit soi-même ou qu'on utiliserait soi-même. Je pense à une entrepreneuse que j'adore, et je suis très fière d'avoir été à son board, parce qu'elle a été vendue la semaine dernière à Crédit Mutuel Arkea, c'est Céline Lazorte de Litchi. Céline, elle a inventé Litchi parce qu'elle avait besoin de faire une cagnotte. Un jour, c'était un vrai besoin, quoi. Et je me dis, là où on sera des gens porteurs, c'est parce qu'on aura les antennes en alerte, on regardera beaucoup, c'est une question de regard en fait. On regardera beaucoup ce dont on a besoin autour de nous, ce dont on manque nous, parce qu'une start-up, c'est ni plus ni moins une boîte qui répond à un besoin qui est mal adressé, quoi. On regardera beaucoup et après, on se mettra à passer à l'action, quoi. Donc c'est ce que je vous souhaite en tout cas, hein, de regarder en grand, d'avoir les antennes en alerte et puis après de dire, c'est à moi de le faire, sinon ce ne sera pas fait, ce sera perdu. Voilà. Merci. Je voulais juste savoir si, selon vous, il fallait penser à tout prix international quand on crée une start-up, une micro-entreprise, ou pas? Alors, attends, c'est une bonne question, ça. C'est vrai que c'est tentant, l'international, les États-Unis, gros marché, et puis on veut devenir des licornes, hein, c'est le nouveau mot à la mode, la start-up de plus d'1 milliard, ouh. Bon, il faut peut-être déjà commencer par la créer, hein, mais... l'international, c'est bien de voir grand. Moi, c'est un truc que j'ai appris aussi depuis que je suis à New York. C'est qu'est-ce qu'ils voient grand? Ici, on dit je vais lever 150 000 euros. Là-bas, c'est je vais lever 150 millions de dollars. D'accord. Donc, voir grand, c'est bien. Après, c'est que des choses de bon sens. Enfin, si vous avez déjà créé votre entreprise ou vous allez la créer, je pense qu'il faut le faire dans un univers où on se sent près de ses bases, en confiance. Je ne sais pas qui parmi vous est totalement bilingue anglais. Pas moi. Ah, bravo, yes, good. Bon, parce que c'est quand même compliqué. Hein. Déjà, de faire une boîte, vous avez vu, c'est compliqué. Mais enfin, la faire dans une langue étrangère, c'est encore plus compliqué. Je pense qu'une observation de bon sens, c'est qu'on ne peut pas faire deux choses en même temps très bien. On ne peut pas faire deux marchés en même temps. Et je vois... Alors, ça fait qu'1 mois, donc j'en parle avec beaucoup d'humilité, mais je trouve que les consommateurs américains, grand public, ils sont très différents de nous. Et je pense que l'idée, c'est quand même de commencer par bien s'installer sur une cible qu'on connaît. Et ce n'est pas parce que ça va marcher en France, voilà, que ça va marcher aux États-Unis. Et je parlais avec des gens que, si vous voulez créer votre boîte aux États-Unis, il y a 2 personnes à rencontrer là-bas. Allez, 3. Il y a French Founders, un gars qui s'appelle Benoît Buridan. Il y a tous les entrepreneurs français là-bas. C'est un bon moyen d'échanger. Allez voir, c'est bien, French Founders. Il y a Isaïe. Isaïe, c'est un fonds d'investissement qui est ici, hein, à Paris. Jean-David Chamboredon, vous connaissez. Et ils ont une tête de pont là-bas à New York, Paul Stracman, qui connaît extrêmement bien les États-Unis, qui connaît extrêmement bien la France. Peut-être qu'il pourra vous dire, est-ce qu'il y a une opportunité pour votre idée? Est-ce que la cible est là? Est-ce que toutes les contraintes réglementaires, les classes actions, est-ce que, voilà, parce qu'on est un peu, il y a plein de choses différentes, hein, là-bas. Et puis, il y a Business France, qui était l'ancien Ubi France aussi, qui aide bien. Mais ce que je me dis, c'est, bien sûr que c'est bien d'avoir de l'ambition, hein, c'est bien de voir grand, moi, je trouve. Mais de façon très pragmatique, commençons par faire nos affaires ici, hein, valider un modèle. Peut-être quelqu'un m'a dit c'est une vision de femme de dire ça. J'ai trouvé ça un peu stéréotypé, mais non, je me dis, moi personnellement, je commencerai par faire mon business en France, par valider le modèle, par faire quelques millions d'euros de chiffre d'affaires, et à ce moment-là, une fois que je suis consolidée sur mes bases, envisager peut-être l'exportation. Mais oui, soyons ambitieux, voyons grand. Alors, on parlait de micro-entrepreneurs, donc Catherine Barbarou, donc vous les observez de près. Alors, qui sont-ils? Dans quel secteur? Est-ce qu'il y a de nouvelles niches que vous avez remarquées? Alors, on avait dit avec Catherine Barba que j'étais sa grande sœur qui avait gardé un roux. Oui. Donc, en toute façon, Catherine va rajouter roux à la fin de chaque phrase. Voilà, donc, on clôture le salon de la micro-entreprise, effectivement. Donc, on va dire « small is beautiful ». Hein. Ah oui, ça sera ma seule citation en anglais. Et moi, j'ai envie de dire, en écoutant ce qui s'est dit, en croisant un peu tous ces regards,
il y a quelque chose qui converge quand on regarde ce qui s'est passé en 2014 et ce qui se passe en 2015 avec au rétroviseur. À l'ADI, on a aidé à la création d'environ 15 000 entreprises l'année dernière, à partir donc de microcrédits et d'accompagnement de ces activités. Et au fond, qu'est-ce qu'on observe? Un peu tout ce qui a été dit. C'est-à-dire d'abord que ça se développe. C'est-à-dire que la micro-entreprise est dans une dynamique. Alors moi, je parle vraiment de micro-entreprises accompagnées par des réseaux, pas d'auto-entrepreneurs en plus d'activités salariées. Hein. Je parle d'entreprises qui ont une vocation à essayer de se pérenniser et de développer ultérieurement de l'emploi, qui n'ont pas toutes envie de devenir des start-up et des licornes, mais qui essayent déjà de faire vivre la personne qui les crée et puis, si possible, de créer de l'emploi. Et vous savez que la force des réseaux d'accompagnement, depuis 20 ans, c'est de démontrer que la pérennité de ces entreprises est meilleure et que, d'une certaine manière, on peut oser se lancer d'où qu'on parte. Et l'ADI aide les personnes qui sont le plus en difficulté, notamment pour obtenir des crédits bancaires. Et qu'est-ce que nous, on observe aussi? D'abord, je dis souvent, c'est pas parce que c'est micro que c'est miteux. Hein, et on peut faire moderne en étant micro-entrepreneur et en ne démarrant pas, effectivement, dans des logiques absolument high-tech. Deuxièmement, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une espèce de glissement progressif vers ce monde des nouvelles technologies, vers ce monde de l'économie du partage, vers ce monde du développement durable. C'est-à-dire que les micro-entrepreneurs, ils sont absolument, et là quelqu'un faisait appel à vous, ils sont absolument le reflet de la société française, avec sa diversité, ses quartiers plus ou moins délaissés, ses décrocheurs. En ce moment, on a une campagne de l'ADI qui est il n'y a pas d'âge pour créer sa boîte. Il y a aussi des personnes de plus de 45-50 ans qui se lancent, pas forcément d'ailleurs faute d'autre chose, mais parce qu'il y a aussi en elles un projet qui n'arrivait pas encore à s'exprimer. Et le glissement, il est sensible. Les deux plus belles réussites de ces dernières années, elle a dit, c'est un garçon qui a créé, une boîte de nettoyage à domicile. Donc là, on se dit, c'est pas très moderne. Sauf que c'est avec des produits bio. Il a eu 150 salariés quasiment en 2 ans. On a un gars qui a pris une petite franchise de nettoyage de voitures, pas très original, sauf que c'est sans eau, ou avec 1 litre d'eau. Il en a ouvert 3, il est parti à Pantin, etc. Il a démarré et il a créé des salariés. On n'a pas que des success stories, mais je veux dire, chacun s'adapte. Alors, on a 50% des créations qui se sont faites dans le commerce sédentaire et non sédentaire, sauf que quand on n'est plus dans le sédentaire, on commence à être à distance, c'est-à-dire qu'on vend aussi sur Internet, peut-être même un peu trop, hein, parce qu'il y a un peu un mirage aussi de la vente à distance. On fait un peu plus dans le commerce éthique, parce que souvent on vient de familles seconde génération maghrébines, on connaît des gens au village qui font des produits naturels, des produits bio, et on fait des créations d'entreprises qui porte au fond cette dimension-là aussi un peu d'équilibre nord-sud qui fait partie des valeurs de la société française. Ben voilà, ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'adaptation au marché et aux idées nouvelles, elle se fait aussi au jour le jour, petit à petit, et petit à petit, ça va faire évidemment un renversement assez puissant. On s'adapte aussi, on l'a dit, je crois que c'est le Crédoc qui le disait, au vieillissement de la population. On a de plus en plus de services à domicile qui se développent. Enfin voilà, il y a une sorte de stratégie possible. Et comme le disait Alain Bollet, hein, c'est ça, c'est mon nom. Voilà, il y a une possibilité là de chacun un peu construire son rêve, à condition, et c'est là-dessus que je voudrais insister, que, on soit vraiment près de son territoire, où on est, si j'ose dire, comme disait un chercheur il y a quelques années, où on fait partie de la surclasse qui passe sa vie dans les avions, ça c'est une chose. Mais sinon, il faut vraiment connaître son territoire, son marché. Et il n'y a pas de mauvais territoire de création. Elle a dit, on crée aussi bien à 30% de nos activités dans les quartiers dits de la politique de la ville, ou 30% dans les zones périurbaines, rurales,
de petites villes dont on dit que les bassins d'emploi sont assez sinistrés, mais où il se crée aussi, à partir des circuits courts alimentaires, à partir des services à la personne, à partir de la mobilité, enfin, il se crée plein d'activités. Donc, il y a cette question de la proximité et de la recherche, effectivement, de la finesse du territoire. Et là, il faut se faire aider, il faut parler de son idée. Il ne faut surtout pas croire qu'on va vous piquer vos idées. Hein. Vos idées, les idées appartiennent à tout le monde. Et plus vous parlez de vos projets, plus vous rencontrerez des gens qui vous challengent, qui vous aident et qui vous font évoluer. La deuxième, c'est évidemment, bon, là je vais prêcher pour la paroisse des réseaux et aussi des chambres consulaires. Se faire accompagner, c'est quand même la clé aussi du succès dans la durée. Notre envie, c'est pas de créer des entreprises, c'est de créer des entreprises rentables, pérennes et qui créent de l'emploi. Et je crois que c'est ça aussi sur lequel l'écosystème de la création d'entreprises doit travailler avec une certaine solidarité entre les acteurs et évidemment les banques au premier rang desquelles, enfin voilà, je l'ai dit, fait parfois le premier pas pour des projets qui sont des projets fragiles, mais il faut que le système bancaire, évidemment, prenne le relais. Et puis, il faut être un peu innovant, et c'est vrai, Alain Bollet parlait de la micro-franchise solidaire, par exemple. Nous avons aidé, nous avons financé exactement 16 000 projets l'année dernière, mais on a eu 40 000 ou 45 000 contacts. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont venus qu'on n'a pas aidés, parce que soit leur idée n'était pas... le passage à l'acte n'était pas mûr, soit parce qu'il fallait mieux qu'ils aillent dans un autre réseau ou voir d'autres porteurs pour essayer d'avancer. Enfin, voilà. Mais surtout, on n'a pas aidé des gens qui arrivaient avec, je crois quelqu'un y a fait allusion, avec la pire des bonnes idées, si j'ose dire. C'est celle qui vous fait dire, il y a un traiteur qui s'est installé en face, ça a l'air de marcher, je vais faire la même chose, bon, dans la même rue. Et c'est comme ça qu'à certains moments, on a été imprudent dans la création d'entreprises. On a créé un peu des zones qui n'arrivaient pas à assurer la rentabilité des entreprises. Et donc, on a, nous, développé une idée de modèle économique qui est la micro-franchise, c'est-à-dire c'est les vertus du commerce associé avec un entrepreneur social à la tête qui ne cherche pas, lui, à maximiser son profit, mais plutôt à essayer de mutualiser. Et on a travaillé sur des chauffeurs sans voiture, mais ça n'est pas Uber. On a travaillé sur des cyclopolitains, on a travaillé sur des métiers de jardinage avec une entreprise de services à la personne. On est sur les métiers du recyclage, sur les métiers de la vente de pièces détachées. Et c'est l'idée aussi d'aider des personnes qui veulent créer une activité à s'inscrire dans un modèle. Et puis le dernier, c'est ma dernière phrase, nous sommes évidemment aussi vigilants et actifs sur les nouvelles formes de financement des entreprises. Mais il ne faut pas céder au mirage. Hein, il ne faut pas céder au mirage. Le crowdfunding ou le financement participatif, ça peut être demain une nouvelle fracture sociale. Parce que on sait que le premier réseau de financement, par exemple, dans le financement participatif, c'est le premier cercle du créateur. 80% même des financements sont de la love money, comme on dit, c'est-à-dire des amis, de la famille, etc. Ben, précisément, nous, les créateurs qu'on aide, ils n'ont pas de love money. Ils ne réussiront jamais à vraiment pitcher s'il n'y a pas des systèmes, là aussi, d'accompagnement, de soutien, s'il n'y a pas un travail avec les banques. Donc, tout ce que je suis en train de dire, c'est... Moi, je pense qu'effectivement, en France, le système d'ouverture à la création et au développement de l'entrepreneuriat est vraiment en train d'évoluer, et surtout dans les mentalités, culturellement. Hein, ça ne devient pas... Enfin, voilà, le salariat étant ce qu'il est en train de devenir, il y a aussi l'idée que le travail indépendant n'est peut-être pas si risqué que ça, hein, dans un monde qui bouge. Et donc, il faut qu'on travaille collectivement cet écosystème pour arriver à faire que toutes les jeunes pousses puissent s'exprimer. Mais moi, j'ai l'impression que c'est déjà en route. Merci beaucoup. Alors, il y a quelque chose dont on a tous parlé à un moment ou à un autre, c'est le mobile. Alors, en quoi aujourd'hui le mobile est lié au commerce et en quoi vous pouvez aider des entrepreneurs à voir le jour L'ambition. Effectivement, d'un côté, en fait, on a parlé du commerce, c'est un des plus vieux métiers du monde, et puis de l'autre côté, on a le mobile qui est la dernière technologie qui est réellement hyper développée, hyper déployée, hyper puissante.
Donc comment on arrive à tirer parti en fait de ces deux mondes? Parce que d'un côté, le mobile, ça va être, en France, je crois qu'on a 54% de gens qui sont des mobilenotes. Quand on a moins de 35 ans, on a du mal à passer moins d'1 heure sans le consulter. Donc ça fait qu'on y arrive à peu près 2000 fois par semaine, 2 à 4 heures par jour. Donc c'est des chiffres assez énormes. Et puis, on voit le début du commerce mobile, du e-commerce. Donc, juste un chiffre, c'est 7 milliards en France pour 6 millions d'utilisateurs. Donc, c'est beaucoup, c'est un gros marché. Mais en fait, c'est tout petit par rapport au commerce en général parce que ça représente que 10% du commerce. Donc, l'idée, c'est comment on peut arriver à tirer parti finalement de ce magasin qu'il faut réinventer, bien sûr, avec cette technologie pour avoir la capacité à permettre finalement à ces commerçants, pour se développer, d'être visibles sur le téléphone de leurs clients ou dans la poche de leurs clients, de pouvoir justement s'en servir pour attirer des clients, pour être sûr que finalement ils vont avoir la capacité à mieux les connaître. Donc mieux les connaître veut dire leur faire de meilleures offres, être capable de mieux communiquer avec eux. Et puis surtout mettre en œuvre tous ces nouveaux parcours d'achat qui sont beaucoup plus plaisir que contrainte, sans pour autant peut-être arriver à faire du Amazon. Mais c'est un peu ça le challenge. Et donc on se retrouve dans un monde finalement où aujourd'hui, ceux qui sont en train de mettre la main là, sur ce marché, ça va plutôt être les GAFA, parce que finalement, vous avez les Facebook. Il faut préciser ce que sont les GAFA. Google, Amazon, Facebook. Voilà. Apple. Voilà. Et puis, on pourrait rajouter PayPal, etc. Et, donc, aujourd'hui, la question, c'est voilà, c'est de dire, est-ce que ces gens-là, finalement, vont capter cette relation client et vont la revendre aux commerçants pour lui dire, je vous amène un client si vous me payez? Ou est-ce que, grosso modo, on est capable de trouver un modèle, un système ou une solution qui est beaucoup plus collaboratif et qui va permettre de développer l'outil et qui va permettre justement de développer cette relation client et d'avoir un consommateur et un client qui, dans une relation suivie, peuvent développer le business, l'activité dans laquelle on est. Donc c'est un peu le choix qu'on a fait dans ma société Fivery, justement de mettre à disposition ces outils pour permettre aux commerçants et aux consommateurs de développer toutes ces nouvelles logiques d'achat, de parcours d'achat, d'expérience d'utilisation, etc. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que l'erreur qu'on peut imaginer, c'est que le mobile, c'est pas juste on fait un copier-coller du web, on se développe son site web et puis le mobile, ça marche pareil. C'est pas du tout la même chose. Et je vais donner quelques chiffres pour vous expliquer ça. C'est qu'aujourd'hui, la consommation de mobile est à 80% faite à travers des applications. Donc, il faut que vous ayez votre application pour, en tant que fournisseur du service, avoir une chance d'être utilisé ou visible. Et en fait, sur votre téléphone, vous avez 30 ou 40 applications. Donc, vous avez vu, Apple, il a sorti qu'un 16 Go, donc on ne peut pas mettre beaucoup. Et grosso modo, on utilise 8 applications par jour de manière assez récurrente. Et la 8e application, elle est juste utilisée 1% du temps. Donc, si vous voulez être visible en tant que commerçant sur cette application, même un très gros, finalement, c'est très difficile parce que vous ne passerez pas là-dedans. Donc, la solution, c'est vraiment de s'agréger tous ensemble pour avoir cette récurrence d'achat, cette récurrence d'usage et de visibilité pour permettre justement aux commerçants d'exister par rapport à ces gros GAFA. Et donc, aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on fait et qu'on permet justement à des petites sociétés, des moyennes sociétés, des grosses sociétés de pouvoir avoir cette visibilité, cette capacité à couvrir tout ce qu'on peut imaginer en termes d'expérience d'achat et de parcours, de tout ce qu'on imagine aujourd'hui. Donc aujourd'hui, toute personne voulant lancer une nouvelle activité est forcément obligée d'avoir une appli, un site. Mais vous proposez de passer au-delà de ces écueils. Exactement. Parce que c'est indispensable. Nous, ce qu'on propose finalement, c'est d'avoir une application unique dans laquelle en fait le consommateur va choisir ses commerçants préférés, ses commerçants favoris, va pouvoir mettre ses moyens de paiement qu'il souhaite, va pouvoir renseigner toutes ses cartes de fidélité, recevoir ses offres. Et de l'autre côté, on va donner des outils à des commerçants qui vont pouvoir animer et piloter en fait cette relation, la personnaliser parce qu'en fonction d'un commerçant et d'un consommateur, on va avoir des choses qui sont différentes entre un homme et une femme, etc. Et ce qu'on essaye de faire finalement, c'est de dire voilà, il y a eu Facebook pour les amis, donc c'est le réseau pour les amis. Il y a Twitter, c'est plutôt pour les événements. Il y a LinkedIn, c'est plutôt professionnel. Et on crée notre société, Fivery, c'est plutôt pour tout ce qui est shopping. Donc finalement, toute la relation de commerce au sens large du terme, finalement, cette relation entre consommateurs et commerçants, elle est mise dans cette application. Et des gens peuvent venir dessus, développer des services complémentaires pour enrichir, mettre en avant leur activité, etc. etc. Voilà. D'accord. Donc du concret. Alors, j'ai gardé pour la fin... non, on ne va pas parler du beurre, c'est promis. Je plaisante. Non, mais
c'est pas, en tout cas, c'est pas le but. Non, mais je vous ai gardé pour la fin, Monsieur Griset, parce que l'artisanat est quand même un des plus beaux, le plus vieux secteur, un des plus vieux secteurs en France et partout dans le monde. Alors, quelles sont les grandes tendances aujourd'hui et quels seraient vos conseils aujourd'hui face à cette salle, face évidemment à un secteur qui est en pleine évolution, en effet, avec l'entrée de nouveaux arrivants, mais dans tous les secteurs, hein, pas seulement la voiture, bien sûr. Bien, bonjour messieurs, dames. Tout d'abord, rappeler ce qu'est l'artisanat en France. C'est 1 million d'entreprises avec plus de 250 métiers et aujourd'hui à peu près 300 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et donc c'est un secteur économique qui est dynamique, qui est accessible et qui est, voilà, je ne sais pas si on peut dire un vieux secteur, mais qui est un secteur dit traditionnel de par ses métiers, mais qui naturellement a depuis déjà très longtemps intégré l'innovation et les nouvelles technologies dans ses métiers. D'ailleurs, c'est assez symbolique. Nous avons voulu, sur ce salon, avoir un stand dans lequel il y a une plumassière et il y a un artisan qui utilise l'imprimante 3D. Donc, l'artisanat, c'est effectivement des métiers qui peuvent être considérés comme traditionnels, mais qui aujourd'hui sont innovants et qui regardent ce qui est important. Ce qu'a dit Alain Bellet, moi je le partage. Il peut y avoir des secteurs porteurs, de façon macroéconomique, mais il peut aussi y avoir des secteurs ou des métiers qui ne le sont plus porteurs, mais dans lesquels tel homme ou telle femme va réussir très bien parce qu'il aura une prestation de qualité, un service de qualité, il va trouver une clientèle. Et naturellement, il y a, je crois, quelque chose d'important lorsqu'on est dans l'entreprise, c'est de bien comprendre son marché et regarder les évolutions de ce marché. On n'a pas tous vocation à aller aux États-Unis. Hein. Moi, j'ai le bonheur d'avoir une fille qui est depuis 5 mois aux États-Unis. C'est très bien. Mais en réalité, on voit bien que la proximité pour l'entreprise est essentielle. La clientèle de proximité. On voit bien qu'on a un pays qui a une population vieillissante et donc avec un marché qui nécessairement va devoir s'adapter à cette population. On voit bien également que tout ce qui concerne l'environnement, l'éco-construction est quelque chose qui va beaucoup se développer et le bien-être dans son ensemble. Et tous ces éléments-là sont les éléments de développement pour notre secteur. Tout à l'heure, M. Travers a indiqué que dans les secteurs porteurs, il avait remarqué que depuis 3 ans, il y avait les métiers du bâtiment qui faisaient partie de ces secteurs porteurs. Ben, c'est évident, même si aujourd'hui, on peut y avoir dans le bâtiment une certaine difficulté, mais on voit bien qu'adapter l'ensemble des logements français au vieillissement de la population, hein, de façon à permettre aux gens de rester à domicile, mettre aux normes environnementales l'habitat, prendre en compte l'environnement dans la construction, ça veut dire que les artisans du bâtiment et leurs salariés ont nécessairement à intégrer ces évolutions de façon à toujours avoir un métier maçon ou plâtrier, mais qui va plus se faire de la même façon et qui va évoluer en fonction de ces nouveaux matériaux et de sa mise en œuvre. Et lorsqu'on parlait tout à l'heure, vous parliez du menuisier ou des meubles, il est évident qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'artisans qui fabriquent des meubles sur mesure en intégrant les objets connectés de la maison de tous les jours et qui sont demandés par les particuliers. Donc l'artisanat est un secteur, naturellement, qui est actuellement en pleine évolution. Il a toujours été, qui sait s'adapter. Et cette capacité de ce secteur, dont on a dit au début du siècle passé qu'il serait mangé par l'industrie et qui aujourd'hui est bien plus puissant que l'industrie, est un secteur qui permet beaucoup d'évolution. Mais puisqu'à plusieurs reprises a été évoqué Hubert, je n'ai pas de difficulté pour parler de ce sujet, pas du tout. Parce qu'en réalité, dans ces évolutions qui sont très importantes en termes de technologie, et naturellement, jamais un président de chambre de métier ne vous dira qu'il faut demain remplacer les lampes par des chandelles. Et que donc, naturellement, la technologie, elle évolue, elle évoluera encore, et que nos entreprises doivent tenir compte de ces évolutions technologiques. Mais il y a un autre élément qui est extrêmement important de prendre en compte, c'est que nous avons, en France et en Europe, des modèles sociaux, fiscaux, réglementaires. L'hôpital, l'école où vos enfants vont, aujourd'hui, sont payés dans un modèle social français qui font que les entreprises contribuent à ce modèle social. Et on peut, je vais dire, être pour ou contre un nouveau modèle, mais il y aura de façon inévitable, sur ces nouveaux modèles, à un moment donné, une question qui se posera sur la façon dont ils sont fiscalisés, dont ils contribuent ou pas à la vie commune de notre pays.
et j'ai dit à plusieurs reprises à des ministres, si la modernité, Hubert Pope par exemple, est moderne parce qu'il ne paye pas d'impôt, de TVA et de charges sociales, les artisans sont prêts à être très modernes, à ne pas payer de TVA, d'impôt et de charges sociales. Croyez-le bien, on serait les premiers d'accord. Donc, je n'ai pas du tout de difficulté à aborder ces sujets. Le tout, c'est qu'on sache bien où on va, que les règles soient précises et que la concurrence soit égale. Ensuite, c'est le meilleur qui gagne. C'est très bien. C'est le plus innovant, c'est le plus malin. Il n'y a pas de difficulté. Et si on parle d'Uber, si on est dans une économie de western, les artisans veulent bien être cow-boys et je ne suis pas sûr qu'on perdra. Donc, je n'ai pas trop de difficultés sur ces sujets-là. Mais donc, pour revenir à notre débat, je pense qu'effectivement, on est dans une société qui évolue beaucoup, qui évolue d'autant plus que la technologie évolue, mais que les métiers dits traditionnels sont des métiers qui savent s'adapter et qui sont au bout du compte, pour beaucoup d'entre vous, mesdames et messieurs, des métiers d'avenir parce que la population, les besoins du consommateur sont des besoins qui correspondent à ces métiers. Et que donc, pour bien réussir dans ces métiers, il faut naturellement créer des entreprises pérennes. Voilà, l'effet de mode dans une entreprise est souvent dramatique pour celui qui s'y lance, parce que lorsqu'on crée une entreprise, on s'engage personnellement sur ses biens, que naturellement, il faut avoir une entreprise pérenne, faute de quoi, ensuite, la conséquence est dramatique. Qu'ensuite, il faut savoir s'adapter aux clients, aux besoins du consommateur, c'est la référence absolue. Celui qui dit qu'il fait un bon produit que personne n'achète, ça ne sert à rien. Donc, il faut bien s'adapter aux besoins des consommateurs. Et puis, il faut essayer d'anticiper et je crois que la qualité, la proximité du service et du produit, c'est quelque chose qui restera extrêmement important. Et je ne suis pas du tout inquiet ni pessimiste sur le secteur de l'artisanat qui restera pour longtemps. Vous connaissez notre slogan, première entreprise de France, qui restera pour longtemps et qui peut être pour vous un secteur porteur d'avenir. Je pense qu'il y a aussi quelque chose qu'il faut dire à la salle, et là je parle en connaissance de cause, parce que moi j'ai créé un média il y a 10 ans, d'abord Internet et ensuite papier, et on me disait toujours, c'est pas possible. Il faut croire véritablement en ce qu'on a envie de faire et se dire que parfois il faut faire le contraire de ce que les autres attendent. Et ça c'est très important, ne pas seulement aller dans la norme. Ça je crois que c'est vraiment une évidence, mais ça ne l'est pas toujours. Catherine, je crois que vous vouliez intervenir. Non, ça veut dire innover, c'est ça, c'est voilà, ce qu'il faut qu'on fasse. On réinvente. On peut peut-être laisser la parole à la salle, parce que je suis sûre que vous avez plein de questions. Il y a un micro. Il ne faut pas hésiter à poser des questions concrètes si vous en avez, parce que tout le monde est là pour répondre, voire témoigner si l'un d'entre vous a lancé quelque chose ou a connu des difficultés. On ne voit pas grand-chose. Est-ce qu'il y a des mains qui se lèvent ? Il y en a une là-bas. Ah. Madame, on va vous donner un micro. Quand Madame Barba a évoqué les avantages de la société américaine, de cette société très connectée à Amazon, etc., il faut peut-être aussi réfléchir aux choses que les Américains viennent chercher quand ils viennent ici. Ils viennent chercher un charme, mais aussi une qualité de vie, justement un contact humain, le boulanger au bout de la rue qui vous connaît réellement, un pain frais ce matin. C'est pas pour rien que quand on va chez La Durée sur l'avenue Madison, les macarons viennent de Paris chaque jour. C'est-à-dire il y a un sens de qualité artisanale, si on veut, qui n'existe pas aux États-Unis. Et c'est peut-être ça aussi qu'on peut vendre. L'artisan ou le commerçant, en fait. Ah, devant. Merci. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Donc Elsa, Solucial, nous on vient de Béziers jusqu'à Paris pour venir vous écouter. On est très contents d'être là. Je vous entends nous parler d'évolution, d'innovation, de faire en sorte d'avoir des entreprises pérennes, d'avoir des créateurs qui ont de l'envie, qui vont mettre en place des salariés, qui vont mettre en place des nouveautés, qui vont aller à l'étranger. Pensez-vous pas qu'aujourd'hui, la formation professionnelle qui pourra nous aider à faire évoluer les salariés, qui pourra aider tous ces créateurs à se perfectionner dans des thèmes qui ne sont pas leurs thèmes métiers, mais même dans des thèmes métiers, même dans l'innovation, ne pensez-vous pas que la formation professionnelle est important, est un secteur porteur ?
Voilà ma question. Merci. Mais il est évident qu'aujourd'hui, la plupart des métiers, des activités nécessitent une compétence. Et que dans notre pays, on a beaucoup de progrès à faire sur la formation au métier et sur le financement de cette formation. Et que naturellement, quand il y a des échecs, souvent, ce sont des échecs qui sont dus à un manque de compétences ou de formation. Et donc, il y a un marché très important dans la formation professionnelle dans notre pays. Non, mais naturellement. Comportement, management, gestion, tout ça, naturellement. C'est un secteur d'activité qui peut aussi être porteur. Plus on sera de formateurs qui apprendront correctement, avec une bonne pédagogie, à nos entrepreneurs, à nos salariés, comment faire, comment s'orienter, comment se rassurer pour aller plus loin et pour se développer, là, on aura quelque chose d'intéressant qui nous permettra d'avoir des entreprises pérennes qui développent des salariés, de la micro jusqu'à la SA. C'est notre recommandation. Et pour ajouter, je dirais d'autant plus que les choses changent beaucoup plus vite qu'avant et que du coup, on est obligé de se mettre à la page beaucoup plus vite qu'avant. Et du coup, voilà, cette formation, elle devient de plus en plus nécessaire tout au fil d'une évolution professionnelle pour acquérir des nouvelles compétences sur ces métiers. Le commerce évolue à toute vitesse. Effectivement, je parle de makers parce que nous, on est dans tout le temps, mais ça fait certainement partie de formations qui pourraient développer les formations makers. Mais je plaisante, mais voilà, ça fait partie de sujets qui sont émergents. Il y en a plein d'autres. Et une fois qu'ils sont installés, ça va à une vitesse phénoménale. Donc, on peut vite se laisser dépasser, c'est sûr. Vous voulez intervenir ? Oui, juste après les auto-entrepreneurs, un peu d'autopromotion. Sur le site de l'agence apce.com, vous avez un espace qui est dédié au secteur porteur. Donc, je vous invite, si vous le souhaitez, à vous y reporter. Et puis tout à l'heure, j'ai senti tiquer autour du Small is Beautiful. Je voudrais vous proposer une traduction alternative. Vous connaissez Bagatelle, hein, vous savez, dans le bois de Boulogne, il y a un petit château ravissant, celui du comte d'Artois, et puis il y a au frontispice marqué Parva sed apta, petit mais adapté. Voilà, ça c'est ma traduction du Small is Beautiful. Question devant. Bonjour, Jean-Louis Villemet, journaliste Conquérir. Une petite remarque un petit peu grise, puis quand même après du positif. Vous avez dit à juste titre qu'il semblerait que la consommation redémarre un petit peu, mais la consommation chez nous, dans notre beau pays, elle est assez largement alimentée, vous en connaissez la proportion, par les transferts sociaux. Et les transferts sociaux, ils sont empruntés à partir du mois de septembre. Donc, il y a quand même là une petite difficulté politique qui nous échappe, mais qui est à remarquer. Cela dit, maintenant, pour être positif, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'acteurs, en particulier les comment dirais-je, les réseaux de services, Rotary, Lyon, etc., qui interviennent pour parrainer les créateurs d'entreprises, en particulier auprès des plateformes d'initiatives locales. Et je crois que s'il y a des gens ici qui sont déjà entrepreneurs, qui ont commencé à entreprendre, qui en profitent pour parrainer les gens qui viennent entreprendre derrière eux, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on reçoit à la mesure de ce qu'on donne. J'espère que Madame Barbaroux ne me contredira pas. Oui, j'abonde tout à fait dans ce sens-là. Il n'y a pas de miracle, si j'ose dire, quand on dit que l'accompagnement peut aider à la création. Il y a des accompagnements qui peuvent être des accompagnements de formation avec des mécanismes rémunérés. Il y a évidemment tout l'immense champ du bénévolat qui, dans la création d'entreprises, s'est beaucoup développé et est très structuré. Je vois une association, comme l'a dit, compte 1300 bénévoles sur le terrain, qui sont des personnes qui donnent plus de 2 jours par semaine à un coaching quasi individualisé des créateurs. Donc, tout ça participe aussi de la valeur ajoutée d'un système de tutorat, de mentorat, disent certains, mais qui, fait par les pairs et par des gens qui sont passés par là souvent, est évidemment extrêmement utile, extrêmement fructueux. Une petite incise, puisque je n'oublie pas que dans une autre vie, j'ai été déléguée à l'emploi, à la formation professionnelle.
Il y a un sujet qui mériterait aussi qu'on s'y penche collectivement, c'est la validation des acquis de l'expérience. Parce que c'est vrai que dans beaucoup de secteurs, d'abord il faut une adaptation permanente, mais ça c'est une chose, mais quand elle est réalisée, il faut qu'elle puisse être reconnue aussi bien pour le créateur que pour le salarié. Et on a des mécanismes aujourd'hui qui ont là aussi commencé à progresser, mais qui sont quand même encore un peu des usines à gaz et dont l'accessibilité pour les travailleurs est quand même relativement limitée. Monsieur. Bonjour, René Pascal. C'est la 16e édition de Micro-entreprise. À chacune des fois où j'ai pu assister, je suis ressorti plein d'optimisme. Et ça ne s'est pas démenti aujourd'hui. Simplement, ce que je constate, c'est que, alors que nous avons en France un écosystème formidable et avec des représentants aujourd'hui très importants, la PCE, la Chambre de métiers, l'Institut supérieur des métiers, des réseaux de prêts d'honneur. On a tout un écosystème extrêmement riche. Et ce que je regrette encore aujourd'hui, malheureusement, c'est un peu le cas chaque année, en contrepartie de cet optimisme, c'est de constater que si on progresse très bien globalement, si on voit des axes nouveaux, et ils ont été très très bien décrits, ces axes de potentialité, ce que je regrette énormément, c'est que les entreprises en France restent en grande partie petites. Alors, moi, je vous rejoins dans les qualités de ces petites entreprises. Ça n'a rien du tout de péjoratif. On peut être de petite taille et être excellent au niveau même international, mais ça ne réglera pas pour autant, si on ne change pas certaines habitudes, le fait que nos ETI, nous ne sommes pas prêts d'en avoir si, encore aujourd'hui, on continue de créer des entreprises à fort potentiel de développement. Je ne parle pas des entreprises suivies notamment avec le succès qu'on sait par l'ADI. Je parle des entreprises à fort potentiel et celles-ci devraient être, à mon avis, beaucoup mieux informées en amont et ne pas commencer trop vite sans avoir fait ce parcours avec des réseaux vertueux comme le réseau Entreprendre, des réseaux de Business Angels, etc., de façon à avoir des fonds propres dès le départ à la hauteur des ambitions. Donc voilà, pour confirmer un petit peu ce que je disais, c'est que je vous invite à regarder les journaux d'annonces légales. On continue de voir qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises amarrent avec 1 000 €, alors qu'il y a des objectifs, on pourrait vraiment faire mieux. Merci. Merci de votre commentaire. Est-ce qu'on a le droit encore à une autre question? Derrière, là, voilà. Pardon, et après, mademoiselle. Oui, alors moi, c'est pas vraiment une question, c'est comme un petit coup de gueule, comme on est au salon des micro-entreprises. Donc malheureusement, je suis arrivée aujourd'hui parce que j'habite en province, mais je suis graphiste freelance. Et j'ai vu qu'on faisait un petit peu la promotion de toutes ces grosses sociétés qui proposaient des travaux graphiques en grande quantité, à prix défiant toute concurrence. Donc en gros, on fait travailler 50 ou 25 graphistes qui font tous leur job, plus ou moins bien d'ailleurs, mais on vend de la quantité avant de vendre de la qualité. Et je ne connais pas beaucoup d'entrepreneurs qui feraient comme ça leur travail pour jeter à la poubelle quand ils ne sont pas choisis. Donc là, je me fais un petit peu l'avocat de tous les graphistes qui essaient de bien travailler, qui sont graphistes d'ailleurs avant d'être infographistes, qui prennent le temps de penser, de réfléchir sur la philosophie d'une entreprise, d'un produit ou quoi que ce soit, et qui prennent le temps aussi d'aller jusqu'au bout de la production et de le faire bien. Et je pense qu'en mettant en avant toutes ces entreprises qui mutualisent comme ça toute une quantité de créations qui sont que des choses relativement abstraites, parce qu'effectivement, quand on en fait comme ça en quantité, on ne peut pas approfondir les choses. Et je pense qu'on dénature le métier, on n'a plus une qualité d'image telle qu'elle devrait être. L'image d'une entreprise, c'est quelque chose de très important. Alors, c'est certainement des choses qui ont été dites dans les conférences des jours précédents. Je n'étais pas là, malheureusement, mais je tenais en tout cas à défendre mon métier parce qu'il est souvent bafoué. Voilà. Ouais. Vous savez, mademoiselle, c'est encore cette semaine, je crois que c'est la Fashion Week. Et dans le domaine de la mode,
le prêt-à-porter n'a pas tué le sur-mesure. Et je crois qu'il y aura toujours une place pour les artisans, pour la capacité à ciseler, à anticiper un travail. Je crois que les deux vont coexister, les deux vont continuer à se développer. Donc je comprends votre interrogation. En même temps, ceux qui voudront continuer à travailler sur des produits plus affinés, plus pensés, mieux conçus, pour tout cela, dont vous êtes un des représentants, il y aura, je pense, toujours une place. Alors, et c'est voilà, vrai que dans une l'univers conviction. de la communication, c'est compliqué. C'est tout l'univers de la communication, du graphisme, de la publicité, malheureusement, des indépendants. Mademoiselle ou madame? Bonsoir, je m'appelle Marcia Moraes, je suis constante, je fais de l'intelligence économique et quand je travaille dans ce secteur, c'est plutôt des grosses sociétés européennes ou des cabinets de conseil. Et mon rêve, voilà, parce qu'on parle des micro-entrepreneurs et je connais les potentiels des micro-entreprises en France, c'est pouvoir travailler avec les petits et moyens français. Parce que malheureusement, en partie de mes publics, quand je travaille, c'est plutôt pour des Brésiliens qui, logiquement, avec les cartes de salaire, moyens de vie, payer les gens beaucoup plus moyens de payer pour les services que les petits et moyens français. Et dans cette question-là, on a discuté tout à l'heure, la personne qui était à côté de moi, elle était journaliste, elle vient d'arriver aussi. On se disait comment on peut changer aussi la mentalité des micro et petits entrepreneurs français qui plutôt va avoir la tendance d'aller vers des financements vers l'État. On comprend très bien l'état des bien-être français. Je suis politologue, je fais mes études ici, donc je sais très bien quel est son rôle et son importance, et je l'apprécie beaucoup. Et de créer l'habitude aussi de pouvoir payer 80 €, 100 € dans une séance de coaching, qui ça vaut le coup aussi de prendre de sa poche, parce que ce n'est pas capable de payer, qui va nous payer aussi, qui est cette question d'empowerment entre les petits. Donc c'est dommage, parce que je sais qu'il a l'importance principalement pour les artisans. Ils ont un gros potentiel d'exportation, ils sont très bien et des fois ils ne se voient comme des grands aussi, justement pour joindre ce qu'ils ont dit. Comment motiver ces petits ou moyens aussi à avoir cette French touch, justement comment exporter et comment les rendre visibles, même pour ces publics étrangers, parce qu'il y a des milliers de Brésiliens qui viennent par an en France, il y a des autres marchés aussi, des marchés asiatiques, les latino-américains qui viennent aussi, qui peuvent se faire connaître en fait, de créer un réseau de petits et de moyens. Voilà. C'est que commentaire. Merci, bravo. Je vais profiter de l'occasion, comme on est devant vous tous, j'ai aussi un site qui s'appelle La Politique Samba. Il est en 4 langues. Il est en portugais, français, anglais, espagnol. Et l'émission est diffusée au Brésil et elle est sous-titrée en français. D'accord? Vous avez terminé par quelque chose de formidable que je conseille à tous les entrepreneurs ici, c'est de savoir communiquer. Et bravo. Bravo. Une dernière question. Dernière, non. Ah, voilà, dernière pour madame. Bonjour, je m'excuse pour poser cette question, mais comment notre monde, le monde entier, il peut évoluer? On peut être meilleur? Si on parle en Uber, excusez-moi d'utiliser ça, je suis d'accord que les normes fiscales ne sont pas pareilles. Mais si on n'accepte pas la qualité, si on n'accepte pas qu'ils sont meilleurs parce que c'est propre, parce que c'est bien, on sort de la voiture plus vite parce que c'est déjà payé. Si on n'accepte pas tout ça, comment on peut progresser? On accepte. Voilà. Bon, c'est presque le mot de la fin, parce que je vais laisser le mot de la fin à Alain Bosetti, qui est le président du salon. Alain. Bravo, Alain. On applaudit parce que c'est remarquable ce qu'il fait. Je vais être très bref. Bonsoir à tous. J'ai 3 merci. Enfin, j'ai un merci, 2 infos rapides, puis 2 autres merci. Le premier merci que je voudrais faire, c'est à tous nos partenaires, nos exposants, nos intervenants. Parce que sans nos partenaires, nos exposants, nos intervenants, ce salon n'existerait pas. Si vous pouvez venir ici, profiter, bénéficier d'autant de qualité, de contenu, de rendez-vous individuels, de conférences, c'est grâce à nos partenaires, nos exposants et nos intervenants comme aujourd'hui. J'aimerais que vous puissiez les applaudir, s'il vous plaît. La première info très brève, c'est que notre salon va changer de nom.
à partir, vous verrez un kakémono en partant. Le salon des micro-entreprises devient dès demain le salon SME. SME pour solutions pour mon entreprise. Pourquoi? Parce que depuis 17 ans, alors mon camarade qui a le même coiffeur que moi disait 16 éditions, c'est 17 éditions en fait. Et depuis 17 éditions, nous visons les 0-20 salariés. Et en France, il y a une confusion sémantique entre la micro-entreprise 0,9 salariés de l'INSEE et puis le statut fiscal avec des plafonds de chiffre d'affaires. Et nous, on veut effectivement être, bien sûr, le salon des auto-entrepreneurs, etc., mais surtout celle des TPE qui vont devenir demain, pour certaines, des PME et des ETI. Donc le salon SME sera le nouveau nom à partir de demain, de ce soir, vous le verrez, salon SME. La deuxième information, c'est qu'en 2016, vous aurez une deuxième occasion de profiter du salon SME. La première, chronologiquement, en octobre 2016, ici, pendant 3 jours, le salon SME aura lieu avec des nouveaux formats de conférences, mais il aura lieu. Mais nous avons une nouveauté, c'est que le 2 juin 2016, nous créons le premier salon virtuel pour les entrepreneurs, qui s'appelle le salon SME Online. Et où que vous soyez en France, où que vous soyez dans le monde, vous pourrez vous connecter, interagir avec un mobile, une tablette ou un ordinateur avec les exposants, chatter avec eux, skyper avec eux, télécharger des documentations, assister à des conférences ou prendre des podcasts. Et vous voyez la personne. Bravo, quelle avance, quelle civilisation. C'est le premier. On a déjà fait le salon virtuel, mais là, c'est le premier pour les entrepreneurs. Le deuxième merci, c'est pour vous. Et je vais vous raconter une parabole que vous connaissez certainement, qui est universelle, c'est la parabole du colibri. La forêt est en feu, le feu ravage la forêt, et les animaux sont pétrifiés et regardent le feu manger les arbres. Il y a un colibri qui fait l'aller-retour entre la rivière qui est pas loin et le feu. Et ce colibri prend quelques gouttes d'eau dans la rivière, il va le mettre sur l'incendie. Et puis il y a un animal qui fait, tu sais le colibri là, ce que tu fais ça sert à rien. Et le colibri, entre 2 allers-retours, lui dit « Je sais, mais je fais ma part. » Et vous êtes des colibris, vous faites votre part du boulot. Alors, je ne dis pas que la France est en feu ou le monde est en feu, mais vous faites votre... On a entendu C'était intéressant, cette session de questions-réponses. Il y a eu des questions, puis également des commentaires. Et donc, vous êtes des colibris, vous faites votre part, vous n'êtes pas tout seul, parce qu'il y a bien sûr le salon SME, puis tous les gens qui sont là. Et donc, je voudrais vous remercier de faire votre part, d'être là aujourd'hui. Et le troisième merci, c'est pour toute l'équipe du salon qui travaille ici. Donc, est-ce qu'ils veulent bien venir un peu ici, ceux qui sont là? Tout le monde n'est pas là, ils travaillent également. Mais si l'équipe, alors la TV Pro qui fait la réalisation technique, les hôtes et hôtesses de Maola, la sécurité, l'équipe de collaborateurs du salon, voilà, ils vont venir. Ils ne sont pas tous là, mais ils travaillent 1 an. Mes associés, voilà, c'est 1 an de boulot pour fabriquer ce produit. Donc mon troisième merci, il est pour eux et pour elles. Venez. Hein. Et Alessandre Faro. Nous sommes une TPE. Nous sommes une dizaine de collaborateurs. Après, durant 3 jours, il y a beaucoup de monde qui travaille, etc. On a des partenaires. Et voilà l'équipe qui travaille. Franchement, je suis très ému parce que c'est le dernier salon des micro-entreprises. Et c'est le prochain bientôt, le salon SME. Merci à tous. Bonne soirée. Et à bientôt. À bientôt.